Joyeux Saint-Valentin à tous, mesdames et messieurs, à tous les amoureux et à tous les célibataires, bien sûr. Si t'es célibataire et que t'es tout seul à la Saint-Valentin, laisse un j'aime, mon pote. On est ensemble. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 6 de la saison 2 d'Euphoria, qui est sorti aujourd'hui, hein. Moi, je me suis levé tôt pour le regarder, oui, pour sortir cette critique. Parce que, ouais, ça y est, on reprend. J'avais du retard sur l'épisode 5, mais là, j'en ai pas pris sur l'épisode 6. Donc, ça y est, la petite critique à chaud. J'ai vu l'épisode. Déjà, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais spoiler l'épisode. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé sur l'épisode, donc si vous ne l'avez pas vu, quittez cette vidéo, revenez quand vous aurez vu l'épisode. Ou alors, si vous vous en fichez d'être spoilé, parce que voilà, ça vous importe peu, vous pouvez rester toujours sur cette vidéo. Mais bon, je vous conseille quand même d'aller voir l'épisode avant de regarder cette vidéo, puisque je vais spoiler l'épisode, vu que je vais l'analyser, le résumer. Et voilà, comme d'habitude, j'ai fait d'autres vidéos sur les autres épisodes si ça vous intéresse. Voilà, je vais donc commencer cette critique. Donc, cet épisode 6 qui commence en contraste avec l'épisode 5. L'épisode 5 qui commençait avec une scène de chaos, avec Roux qui s'engueulait avec sa mère, etc. Et l'épisode 6 qui commence très calmement, aucune musique, rien, on a juste Roux qui essaye d'être clean, qui n'a pas pris de drogue depuis plusieurs jours, et qui essaye d'ouvrir un bonbon. Il n'y a aucune musique, rien. C'est une scène de plusieurs longues minutes où elle essaye d'ouvrir ce bonbon. Il y a sa mère qui passe, sa mère qui pense à des choses, qui va par exemple se remplir un verre d'eau, mais elle va le laisser déborder. Et après, elle va se mettre à côté de sa fille, elle va la regarder comme ça, galérer à ouvrir ce bonbon. Et ça va être une scène très calme, très posée. Il va pas y avoir d'engueulade, il va pas y avoir de violence, de bagarre ou quoi que ce soit, même verbal. Ça va être justement très calme, aucune musique, rien. Bon, légèrement, on entend un petit peu de musique chrétienne derrière, puisque, voilà, Roux qui reprend un petit peu sa narration et qui essaye toujours d'ouvrir ce bonbon et qui n'y arrive absolument pas. Elle n'y arrive absolument pas pour plein de raisons. Déjà parce que ses mains tremblent énormément vu qu'elle n'a pas pris de drogue et qu'elle essaye d'être clean. Et ensuite parce que mentalement, elle n'est pas reposée, elle n'est pas calme, elle n'est pas zen et donc elle n'arrive pas vraiment à ouvrir ce bonbon en fait. Ce bonbon, c'est un peu la métaphore de l'épisode puisque plus tard dans l'épisode, elle va réussir à l'ouvrir. C'est quand elle va réussir quand Ali va lui pardonner, etc. Et qu'il va venir chez elle et tout. Et du coup, bah c'est très bien. Euh, on a du coup, d'ailleurs, c'est assez drôle. J'ai lu certaines théories qui disaient qu'à la fin de l'épisode 5, vu qu'on voyait pas Roux rentrer chez elle, on entendait juste la porte claquer. Des gens disaient que c'était pas Roux qui rentrait chez elle, mais que c'était par exemple un Nate Jacobs qui arrivait. Bon, ça n'aurait aucun sens, ou un Fesco, etc. Ou Lexi, mais que ce n'était pas Roux qui rentrait chez elle. Alors que bon, les gars, bon, on la voyait en train de rentrer chez elle, on reconnaissait les rues qui menaient vers chez elle. Évidemment que c'était elle qui rentrait chez elle, et on le voit au début de l'épisode. Effectivement, donc elle est bien chez elle, elle est bien rentrée chez elle. Donc voilà, les théories un peu fumeuses que les gens aiment inventer, regardez les épisodes. C'est évident que c'était Roux qui rentrait chez elle et pas Alexis ou quoi. Mais bon, c'est vrai que vu qu'on ne la voyait pas, ça laissait un petit doute. Bref, ça c'était pour revenir sur la fin de l'épisode 5. Donc dans cet épisode 6, ça commence du coup très calmement. On a le Euphoria qui est marqué avec une musique chrétienne, une musique qu'on retrouve dans d'autres épisodes de la série d'ailleurs, voilà, qui montre Roux en état de détresse, mais beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Et ça va en gros commencer par Ali. Elle va renouer contact avec Ali, Ali qui était en gros le crackhead qu'elle a rencontré en désintoxication, etc. Qui était en gros, on l'apprend dans cet épisode, mais en gros c'était un crackhead qui avait frappé sa femme. Ça, on le savait pas avant. On savait pas ce qu'il avait fait Ali. On savait que c'était un crackhead et qui fumait énormément, enfin, qui fumait, oui, qui consommait énormément de drogue. Mais en fait, il frappait sa femme aussi. Donc voilà, c'était un mec quand même assez violent. Mais la drogue le rendait violent. La drogue et l'alcool, je suppose. Donc voilà, on a Ali qui va venir, qui va préparer à manger. Il va y avoir cette scène assez intéressante où Ali va parler avec Gia, va lui expliquer tout. Ali, c'est un petit peu le coach, c'est un petit peu le mec qui veut que Roux s'en sorte. Il veut que Roux sorte de cette passe. Il veut que Roux arrête de consommer de la drogue parce que lui aussi il est passé par là. Lui, Ali, il a 50 ans. Voilà, il a eu plein de travers dans sa vie. Il a beaucoup de défauts. Il est passé par ces étapes-là. Il est passé par ces choses-là. Et donc, grâce à ça, il va pouvoir aider Roux. Et donc là, il est là, il est avec sa famille, etc. Et on avait déjà vu il y a quelques épisodes, on était en mode ah, il veut peut-être pécho la mère. Leslie, elle s'appelle, je crois, la mère de Roux, etc. Mais bon, dans cet épisode, c'est pas du tout
fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de rapprochement entre Leslie et Ali. Mais il y a par contre un rapprochement entre Ali et Gia, juste sur le fait qu'il parle de la sœur, etc. Et je pense que Ali va énormément aimer le lapsus, va énormément aider Gia. Donc voilà, ça c'est très intéressant là-dessus, puisque Gia elle a besoin d'une aide. C'est vrai qu'elle a pas de père et tout, elle est un peu laissée seule. La mère laisse un peu Gia seule et tout, je trouve, alors que Gia c'est vraiment très dur de voir sa sœur dans cet état-là. Donc voilà, Ali il est un petit peu là pour ça. Épisode ultra intéressant puisqu'on revient à un épisode un petit peu plus classique par rapport à l'épisode 5. Je l'avais dit, l'épisode 5 sortait un petit peu de tout ça. L'épisode 6 qui revient à des bases beaucoup plus classiques avec une narration de Zendaya et surtout, enfin de Rue du coup, et surtout un épisode qui va énormément avancer. On sent que c'est bientôt la fin de la saison. Et oui, si vous avez regardé cet épisode 6 comme moi, il ne nous reste plus que l'épisode 7 et l'épisode 8. Dans 2 semaines, la saison 2 de Euphoria sera terminée. Donc on sent que le rythme accélère, on sent que c'est un épisode qui veut voulait raconter beaucoup de choses et qui a vraiment mis beaucoup d'éléments en place. On va retrouver tous les personnages qu'on avait l'habitude de revoir. Donc on va revoir Nate Jacobs. Nate Jacobs, rappelez-vous dans l'épisode, pas 5 du coup, mais dans l'épisode 4, il y avait son père qui était parti, etc. Et lui, il le vit très très bien. Il est très content que son père soit parti de la maison. Et même, c'est plus que ça va l'aider. Ça va l'aider. Déjà, il va avoir des discussions avec sa mère, chose qu'on n'avait jamais vu avant. On n'avait jamais vu Nate Jacobs parler à sa mère comme ça, avoir des grands discours avec lui. Bon, après, leurs discussions sont un peu fumeuses. J'ai l'impression que, euh, que Nate Jacobs est toujours énervé. Sa mère le dit lui-même, elle dit t'es quelqu'un qui est énervé de nature. J'ai l'impression qu'il est toujours énervé, même si son père est parti. Et même s'il dit à sa mère que depuis que son père est parti, il était juste énervé contre son père, il va pas s'énerver contre elle. En disant ça, il s'énerve un peu contre elle. Donc je suis un peu en mode, bon, là c'est contradictoire, frérot, ce que tu es en train de faire. Mais du coup, voilà, donc Nate Jacobs, il va y avoir un énorme focus dans cet épisode quand même sur Nate Jacobs parce que c'est vrai que c'est ultra intéressant. Il va faire énormément de choses. Comme son père dans l'épisode 4 qui se barrait de la maison, qui vidait son sac, qui vidait son sac, qui faisait tout ce qu'il avait envie de faire, Nate Jacobs va faire la même chose. Et c'est assez marrant parce que finalement Nate Jacobs il ressemble énormément à son père, il ressemble énormément à Cal et il fait beaucoup de choses en commun avec lui. Et du coup là il va remettre de sa vie en ordre, on va dire, il va prendre les choses au sérieux, il va prendre les choses en main et il va vraiment avancer, il va faire les choses. Et donc là ce qu'il va faire dans cet épisode, Nate Jacobs, c'est que déjà il va, euh, il va aller voir Maddy. En premier lieu, il va aller voir Maddy. Il va y avoir tout ce truc-là. Enfin, non, déjà, il va avoir une discussion avec sa mère, d'accord? Mais ensuite, il va aller voir Maddy, il va essayer de régler les choses. Donc, il va aller voir Maddy. Alors, par contre, il va aller voir Maddy avec un putain de gun. Parce que oui, il y a toute une scène, etc., où en fait, il va trouver dans une petite valise dans le bureau de son père un revolver. Sauf que bon, quand on a ce plan où Nate Jacobs est en mode, il regarde le revolver et tout, j'étais en mode, oh non, putain, Nate Jacobs qui a une arme, c'est ultra horrible. Parce que Nate Jacobs, on sait que c'est un personnage complètement taré, c'est un mec qui est complètement instable, qui est complètement détruit, brisé, et du coup, le voir avec une arme à feu, c'est quand même horrible. Et effectivement, ce qui va se passer après est assez horrible, puisqu'il va se rendre chez Maddy avec ce gun-là, et il va tout simplement lui faire toute une scène, et en fait, toute cette scène est dédiée pour qu'il récupère le disque, parce qu'il a vraiment envie de faire le ménage, il a envie pas de devenir une bonne personne, mais de mettre les choses au point, d'être honnête, de faire les trucs et tout. Et du coup, il va venir, c'est Maddy, rappelez-vous qu'il y avait la vidéo de Jules et de Cal, donc le père de Nate, en train de baiser, tout simplement, cette sextape, comme on pourrait le dire. Et du coup, il va totalement essayer de. Il sait que c'est Maddy qui est là, il va aller la récupérer avec ce revolver-là. Et il va y avoir toute cette scène où il va d'abord pointer le revolver sur Maddy, après il va se rapprocher de Maddy, il va faire genre il l'embrasse et en même temps il va pour qu'elle parle parce qu'elle veut pas lui dire, elle est en mode je suis au courant d'aucune vidéo, elle veut pas lui révéler où elle l'a caché, alors que bon, il sait très bien que c'est elle qui l'a, hein, personne d'autre ne l'avait. Et du coup, il va mettre son revolver sur la tête, sur sa tête et faire genre qu'il y a une balle dans son barillet et faire genre. Sauf que là où j'ai été malin, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film La Haine, un film sorti en 1997, un film français, c'est un film culte français. Mais dans ce film La Haine, ceux qui ont vu le film comprendront, il y a une scène où il y a un gars qui fait exactement la même technique que Nate Jacobs dans cet épisode, c'est-à-dire qu'il va prendre un revolver, il va faire genre qu'il met dans La Haine d'ailleurs, il fait genre qu'il met 2 balles dans ce revolver, 2 balles, et après le mec s'amuse à faire clic roulette russe, vous savez, donc tic 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 à jouer tout simplement avec son revolver en faisant croire aux autres et en leur faisant la pression. Nate Jacobs va faire exactement la même chose en faisant croire à Maddy oui, qu'il a mis une seule balle dans son revolver et que si elle ne parle pas, il va se mettre une putain de balle dans la tête face à elle, etc. Sauf que c'est une technique assez connue si vous voulez faire pression après. Voilà, après déjà faut avoir une arme à feu pour faire cette technique, mais
En gros, c'est la technique de vous faites genre que vous rentrez une ou deux balles dans le barillet, mais en fait, cette balle, vous la gardez dans votre main. En fait, bon, je vais vite fait expliquer la technique parce qu'il y a des gens, je pense, qui n'ont pas compris comment Nate Jacobs n'avait pas de balle dans le barillet, alors qu'on le voit, c'est vrai que nous-mêmes, spectateurs, on le voit mettre une balle dans ce barillet-là. En fait, c'est une illusion d'optique. Vu que le barillet est comme ça, déjà Maddy, elle peut pas le voir, donc Maddy, mais nous, spectateurs aussi, on s'est fait brain. En fait, il fait genre qu'il met une balle, mais en fait, il la garde dans le creux de sa main. Et après, il tourne le barillet et on a l'impression qu'il y a une balle dedans avec le bruit, mais en fait il n'y a absolument rien, le barillet est complètement vide. Donc le pistolet est déchargé, donc c'est impossible qu'il puisse se mettre une balle dans la tête vu qu'il n'y a pas de balle dans le barillet. Et donc il va jouer de ça, il va jouer de cette pression-là, il va faire une blague comme il le dit, mais c'est pas vraiment une blague, hein. On va pas se mentir, à Maddy, et du coup ça va lui faire cracher le morceau et elle va dire où est bah voilà dans sa commode, etc. Mais c'est un double message parce qu'en même temps il va envoyer à Maddy le fait que bah déjà il veut plus la voir, etc. et qu'il coupe les ponts avec elle. Ça y est, il n'y a plus de romance entre Nate Jacobs et Maddy. Surtout après ce coup-là. En fait, ce qu'il voulait vraiment faire aussi avec ce revolver-là, etc., c'était de montrer à Maddy que il ne l'est, enfin que tout simplement c'est fini entre eux. Il ne voulait plus la voir, etc. Et effectivement, puisqu'à la fin de l'épisode, enfin oui, à la fin de l'épisode, il va retourner avec Cassie. Ça, en fait, là, je parle pas chronologiquement dans l'épisode. Là, je vais revenir sur l'intrigue de chaque personnage qui a été développé dans cet épisode. Voilà. Là, on va revenir sur chaque chose qui s'est passée dans cet épisode, mais là, je le fais pas chronologiquement parce qu'il y a vu qu'il y a des coupures. Je le fais via les histoires des personnages. Donc voilà, donc on a totalement ce Nate Jacobs qui commet ce truc-là, qui va réussir à récupérer le disque, qui va, voilà, Maddie va complètement pleurer, etc. Il va essayer de la réconforter en lui disant mais c'était une blague, etc. Il va lui dire casse-toi, et il va se barrer, et il ne va plus jamais revenir. Moi je pense pas que Nate Jacobs va renouer contact avec Maddie, mais je pense que Maddie peut commettre des choses, parce que Maddie, en vrai, elle est aussi instable, et elle aimait énormément Nate Jacobs. Et je pense qu'elle peut commettre des dingueries, soit envers Nate Jacobs, mais plus vers Cassie. Et donc, à voir la suite des épisodes, à voir ce qui va se passer, mais je pense que Maddie peut être dangereuse envers Cassie, quand même. Parce qu'on n'oublie pas que Cassie se tape Nate Jacobs, alors qu'à la base, bah, c'est le petit ami de sa meilleure amie. Donc voilà. Euh, et donc on a tout ce développement là et à la fin de l'épisode il va appeler Cassie, il va lui dire retrouve-moi, enfin je viens de chercher et puis il va partir avec Cassie. Il va y avoir cette scène très touchante où elle va mettre toute sa rage, tout ce elle est en mode j'ai détruit toute ma vie pour toi et il va y avoir toute cette scène de rage où elle va taper contre le ventre et les abdos de, de Nate Jacobs. Elle va y mettre toutes ses forces, on sent qu'elle est vraiment très très énervée et après il va la prendre dans ses bras et l'embrasser. Et à partir de là, on pense que bah voilà, la romance continue. Mais du coup, voilà, elle avait besoin d'exprimer cette rage sur lui. Et lui, il se laisse faire parce qu'il comprend parfaitement ça. Ah oui, j'ai oublié de. Mais du coup, une fois après avoir récupéré le CD, il va retrouver Jules dans sa voiture. C'est vrai que c'est ultra important en plus comme truc. Et il va donner le CD de la sextape à Jules, le CD qu'elle va regarder d'ailleurs plus tard. Mais il va lui donner ce CD-là. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque c'est le seul moment de l'épisode où on voit Jules, puisque à un moment donné où il y a une sorte d'intrigue autour de Jules, Roux, qui est la narratrice de l'histoire, est en mode non, elle m'a brisé le cœur, j'ai pas envie de vous en parler, et du coup, hop, on passe à un autre personnage, on revient sur Cassie ou Lexi, je ne sais plus. Mais du coup, je suis en mode oui, bah ouais, du coup, on sent vraiment, rappelez-vous, le coup de poignard qu'a fait quand même. Jules envers Roux en disant à sa mère qu'elle prenait de la drogue. Enfin voilà, tout ça c'était dans l'épisode 5. Là on parle de l'épisode 6. Mais du coup, Jules qui va récupérer ce CD là, qui va avoir une discussion avec Nate Jacobs qui avait pris un cutter au cas où, etc. Mais Nate Jacobs qui a pas de mauvaises intentions, même si à la fin il lui retient la main et il dit juste tout ce que je t'ai dit était vrai. Donc en gros, ce que cette scène sous-entend, ça sous-entend que Nate Jacobs est amoureux de Jules. What the fuck. On sait toujours pas clair, on sait toujours pas ses intentions réelles. Mais il dit juste que, rappelle-toi de ce que je t'avais dit. Donc en gros, là, en gros, il fait référence à une scène de la saison 1, de la saison 1, où tout simplement il était au bord du lac, près de la fête foraine avec Jules et il discutait et bah, tout simplement il discutait parce que rappelez-vous que Jules et Nate ils ont quand même une relation à distance où pendant plusieurs mois ils se parlaient par message. Bon, Jules ne savait pas que c'était Nate, mais tout de même il y avait cette relation, il y avait ce truc là. Mais du coup voilà, truc de fou, scène assez importante quand même pour la série, mais malgré tout Nate Jacob va retourner avec Cassie et va offrir à Cassie ce qu'elle souhaite depuis toujours, c'est-à-dire l'amour de Nate et de l'attention de Nate. Et du coup, eh bien voilà, ça va rentrer dans l'ordre pour eux pour un épisode de la Saint-Valentin, c'est plutôt pas mal. Parce que oui, c'est assez drôle. Je ne sais pas si la série savait, enfin, Sam Levinson savait en avance que cet épisode allait sortir à la Saint-Valentin, allait sortir le 14 février. Mais c'est vrai que dans cet épisode, il y a pas mal d'éléments Saint-Valentin. Il y a même un son qui s'appelle Valentine's Day qui passe dans cet épisode. Donc je me suis dit, ah, très intéressant quand même, c'est assez sympa. C'est un peu notre épisode de la Saint-Valentin, nous, c'est sympa.
Revenons à Lexi et Fesco du coup parce que dans cet épisode Saint-Valentin, il va y avoir le retour de la relation Lexi-Fesco, relation qui va avancer d'ailleurs, et ça je trouve ça super cool, puisqu'on a donc Lexi qui va aller directement chez Fesco et qui va regarder le film Stand By Me, très bon film d'ailleurs que je vous conseille de regarder. Bon moi je l'ai pas vu 50 fois comme Fesco, mais je l'ai vu une ou deux fois, effectivement, et c'est un très bon film. Et du coup on a du coup euh, Lexi et Fesco qui vont regarder ensemble sur le canapé. Bon, ils fument un gros joint, Fesco. Le Stand By Me et qui vont du coup nouer contact, etc. Et qui à la fin, scène très touchante, vont chanter Stand By Me ensemble et Fesco va prendre la main de Lexi. Est-ce que c'est le début de la romance? Est-ce que Lexi va revoir Fesco? Il n'y a pas eu de bisous, il n'y a pas eu de kiss face caméra. J'aurais bien aimé parce que vous savez que moi, Fesco déjà c'est mon personnage chouchou, Lexi aussi. Et les voir ensemble, ça me fait ultra plaisir parce que voilà, c'est des personnages auxquels on s'attache énormément. Et c'est très sympa, mais on sent que la merde approche bientôt pour Fesco. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que l'ancien pote de Fesco travaille pour la police et Faye, qui est du coup la copine de ce mec-là, qui est infiltrée, enfin du coup maintenant chez Fesco, commence aussi à travailler pour la police. Donc les ennuis, il y a toujours eu des ennuis autour de Fesco, les ennuis sont très proches. Et d'ailleurs il y a une phrase qui m'a beaucoup touché où Fesco est en mode, quand il y a cette musique, donc là il parle de Stand By Me, quand il y a cette musique, il ne peut arriver aucun problème. Et pile au moment où il dit ça, Faye, qui était du coup la meuf qui héberge chez lui, est en train de discuter avec son boyfriend du fait qu'il collabore avec la police, etc. Et que ça va bientôt partir en couille et que le but de ce mec-là, c'est d'envoyer Fesco et Ash en prison. Je vous rappelle que c'est deux mineurs. Je crois que Fesco il est mineur aussi, si je dis pas de conneries. Je sais pas si Fesco est mineur ou pas, je pense. Mais en tout cas, ouais, truc de fou. Ouais, truc de fou. C'est pour le coup, ça ne laisse pas anodin ce truc-là parce que ça veut dire que ça va être développé dans les autres épisodes. Dès l'épisode prochain, je pense, Fesco va avoir quelques embrouilles avec la police et ça c'est compliqué parce qu'il a eu, ça c'est très compliqué parce qu'il traîne toujours dans la drogue et il est toujours dealer de drogue, hein. C'est toujours son business. En tout cas, voilà, ça c'était pour cette intrigue-là. On va avoir la relation Lexi, la mère de Lexi aussi, donc la mère de Cassie et de Lexi qui va passer pas mal de temps avec Lexi, etc. Pas mal d'engueulades avec Cassie aussi. On va pas être vraiment focus sur Roux dans cet épisode. On ne va pas revoir Elliot dans cet épisode. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si on va revoir McKay. C'était une question que je me posais. McKay, qui a été sorti avec Casey et tout dans la saison 1, qu'on avait vu dans l'épisode 1 de la saison 2, à la fête du Nouvel An, mais qu'on n'a pas revu depuis. Et c'est vrai que moi, j'aimais bien ce personnage-là. Est-ce qu'on ne le reverra plus jamais? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment de contexte et on n'a pas vraiment besoin de le revoir, puisque maintenant Casey est avec Nate Jacobs, etc. Mais c'est vrai que, je sais pas, moi je l'aimais bien, McKay. Je trouve ça dommage qu'il soit plus là. Et on a, oui, truc important, on a Kat et Ethan. J'avais oublié son nom dans la vidéo précédente, mais c'est Kat qu'elle s'appelle. Kat et Ethan, on se rappelle que Kat avait dit il y a quelques épisodes précédents qu'elle ne se sentait pas du tout bien avec Ethan, même si Ethan c'est le good guy, et que du coup c'est un peu le geekos, et que du coup elle voulait rompre avec lui, donc ils sont au resto, et elle va inventer toute une histoire où elle va dire à Ethan qu'elle a un truc en phase terminale dans son cerveau, ce qui fait elle préfère couper les ponts parce qu'elle va passer beaucoup de temps à l'hôpital et qu'elle va peut-être devoir quitter l'école, etc. Enfin le lycée. Et lui il est en mode, attends mais t'es sérieuse là? T'es en train de me dire ça? T'es totalement en train de me mentir à moi juste parce que t'assumes pas de me larguer et tout. Elle est en mode, attends, t'es en train. Elle va retourner la situation. Franchement, c'est une scène où on voit quand même la noirceur et vraiment la méchanceté de Kat de faire ça, d'inventer déjà une histoire comme ça, de mentir à Ethan qui est quand même son petit ami et lui il l'aime beaucoup et elle va clairement en fait lui retourner le cerveau pour lui faire croire qu'elle est malade, etc. Et lui il va comprendre le stratagème direct et il va tout démêler très vite. Il va être en mode bah non mais je sais que t'as rien et que t'assumes juste pas le fait que tu veux plus sortir avec moi, etc. Ça fait un petit moment que je le sens et tout, donc on sent que quand même oh le soleil, bonjour le soleil, putain magnifique le soleil, c'est incroyable. Et du coup
Et voilà, il va y avoir toute cette scène-là, et du coup, bah finalement, finalement, ça va faire que Ethan va rompre avec Kat. C'est pas Kat qui va rompre avec Ethan, mais dans les faits, c'est Ethan qui a rompu avec Kat, et Kat qui fait la choquer après, qui est en mode, oh, comme ça, il m'a largué, tu sais, genre, elle sait pas quoi dire. Moi, je suis en mode, mais connasse, pardon, excusez-moi des termes, les amis, mais quand même, je suis en mode, connasse, t'as vraiment retourné la situation pour que ce soit lui qui te largue et que t'aies pas après de trucs en mode, c'est moi qui l'ai largué, je me sens trop mal. Là, pour qu'elle passe pour la victime, enfin pour moi je trouve ça vraiment horrible, surtout que lui il tient beaucoup à Kat, Ethan, mais du coup il va la larguer avec elle et il va s'en aller. Du coup, est-ce qu'on va revoir Ethan? Je ne sais pas, peut-être qu'on le reverra dans les prochains épisodes, j'aimerais bien le revoir parce que c'est un personnage, on commençait son développement, bon, il a jamais trop été développé, mais c'est sympa de savoir son histoire et moi je l'aimais bien. Donc voilà, fin de la relation entre Kat et Ethan, c'est un petit peu les seules interactions qu'on a avec ces deux personnages dans cet épisode-là, mais ça fait avancer les choses, ça fait avancer les choses parce que ça fait de longs épisodes que leur histoire traînait et que Kat disait qu'elle voulait le quitter, etc. Là, c'est fait. Kat et Ethan ne sont plus ensemble. Voilà, gros truc dans l'épisode, waouh. Mais c'est un épisode assez Saint-Valentin, puisque dans les faits, on a du coup Fesco et Lexi qui se mettent ensemble, même si on ne sait pas s'ils sont encore en couple, etc. Mais en tout cas, qui ont une très grosse amitié et qui, on va dire qu'ils se mettent ensemble dans cet épisode le 14 février. On a Nate Jacobs et Cassie qui se mettent ensemble cette fois pour de bon. Et on a à côté une rupture où on a totalement Kat et Ethan qui se quittent. Voilà, le couple est brisé. Mais voilà, mais bon, c'est mieux pour Ethan parce que Kat, elle l'aimait pas du tout et elle jouait vraiment avec ses sentiments et j'aimais vraiment pas du tout. De toute façon, j'aime pas Kat. Bon, c'est un personnage aussi qui est complètement perdu et qui sait pas ce qu'elle veut, mais et qui s'aime pas en fait. Et quand on ne s'aime pas, on ne peut pas donner de l'amour forcément aux autres. Il faut d'abord apprendre à s'aimer pour après pouvoir donner de l'amour aux autres et aimer les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la religion bouddhiste, hein, directement, c'est des trucs qu'on t'inculque. Donc voilà. Et, et non, épisode du coup qui fait vraiment avancer les choses. Il y a plein de choses qui se déroulent dans cet épisode. J'ai pas besoin, je pense, de tout résumer. Je crois que là, de toute façon, j'ai parlé de plus de choses. Oui, il y a des musiques intéressantes et du coup, il y a une musique vers la fin de l'épisode qui s'appelle Valentine, qui est un son de rap. On voit tout simplement Nate Jacob. Je crois que c'est quand il est en voiture vers. Oui, c'est quand il vient de donner le CD à Jules et qu'il se dirige vers la maison de Cassie. Il écoute un son de rap qui s'appelle Valentine's Day. Et c'est assez intéressant puisque bah, nous sommes le 14 février et l'épisode sort le 14 février. Je pense que c'est voulu de la part de Sam Levinson d'avoir mis ce son-là, puisqu'il se doutait que son épisode allait sortir le 14 février 2022. Donc voilà, épisode qui fait vraiment avancer les choses. On approche bientôt de la fin pas de la série, mais de la saison 2. Peut-être de la série, on ne sait pas. Les choses vont encore s'accélérer. On a du coup aussi toutes ces discussions avec, à la fin de l'épisode, on revient sur Roux. On l'avait laissé pendant tout l'épisode, on revient sur Roux, on revient sur son histoire. Et on a ce truc-là où effectivement elle discute avec Ali. Il va y avoir tout ce discours à table, toute cette discussion où Ali va dire à Leslie, donc la mère de, euh, de Roux, que c'est normal que Gia ait des problèmes avec sa sœur et qu'il faut qu'elle exhorte sa colère, etc. Et il va y avoir tout ce truc-là. Puis au final, à la fin de l'épisode, très réconciliation, très stylé. Gia va dormir dans le lit avec Roux. C'est une sorte de réconciliation, si on peut le dire comme ça. Et en fait, Gia, elle veut juste que sa sœur sorte de la drogue. Et on a du coup, l'épisode se termine par ça, une discussion enfin, on a tout simplement Leslie, donc la mère de Roux, au téléphone avec euh, une maison de désintoxication, si je le comprends comme ça, ou un hôpital, du moins quelque chose qui peut aider Roux, et qui va demander vraiment, parce qu'elle est en mode ma fille va se tuer, ma fille va se tuer, elle n'arrêtera jamais la drogue, etc. Il faut la remettre dans un vrai programme qui la sorte complètement de la drogue, et on a l'impression que du coup au téléphone, elle se fait pas entendre, et que le mec est en mode non, on va juste la mettre en désintoxication normale et tout, tu vois, le truc où en fait Roux n'arrivera jamais à sortir de ce truc-là. Déjà, elle a jamais réussi à s'en sortir. Et du coup, on a du coup l'épisode se termine par les pleurs de Leslie qui veut tout faire pour sauver sa fille et la sortir de la drogue, mais apparemment le gouvernement, le système ne veut pas faire sortir Roux de la drogue puisqu'elle ne veut pas être aidée comme elle devrait l'être parce qu'elle, elle est vraiment, c'est une drogue addict, hein, Roux, on l'oublie souvent, mais c'est vraiment une drogue addict. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser quelque chose, mais il y a un truc que je trouve vraiment important et stylé dans l'épisode, c'est que elle revient c'est au tout début de l'épisode, Roux revient sur quelque chose en mode narratrice. Elle est en mode
si j'étais apparu, genre si vous ne connaissiez pas mon personnage, c'est vraiment ce qu'elle dit, hein, si vous ne connaissiez pas mon personnage, est-ce que vous m'aimeriez? Parce que c'est vrai que c'est intéressant cette question-là. Si Roux n'était pas le personnage principal de Euphoria, si c'était un personnage, allez disons qui a un petit rôle secondaire où c'est juste la drogue addict, un petit peu comme Faye, vous voyez Faye avec Fesco, etc., qui est un petit peu la drogue addict qui zone chez Fesco parce qu'elle est recherchée, et bah, imaginez Roux à la place de Faé, qui a ce rôle un petit peu de drogue addict qui traîne chez les autres, etc., et qui est complètement défoncé. Est-ce qu'on aurait le même jugement, nous, en tant que spectateurs? Nous, là, on aime bien Roux et on trouve que c'est une bonne personne parce qu'on connaît son fond, on sait qu'elle a un bon fond, on sait qu'elle est quand même elle philosophe vraiment et qu'elle a des vraies pensées, etc. Mais c'est vrai que si c'était pas la personnage principale, Roux, si Roux était plus le personnage secondaire, est-ce qu'on l'aimerait autant? Est-ce qu'on aurait autant de compassion, autant d'empathie pour ce personnage? C'est vrai que c'est une question qui est intéressante à soulever. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, voilà, ça m'intéresserait. Mais du coup, voilà, j'avais trouvé ce débat ultra intéressant et je trouve que c'est très bien joué de Sam Levinson de faire dire ce genre de choses parce que ça rappelle que ce sont des personnages avant tout et que ce ne sont pas des vraies personnes, mais que ce sont des personnages voilà, il y a des intrigues qui fait apparaître, etc. Voilà, épisode, gros épisode quand même, épisode qui fait avancer les choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se déroulent. Dans cet épisode, on revient sur l'épisode classique de Foria avec de la musique, de l'action, des choses qui se passent, des choses qui se règlent, de la remise en ordre et surtout de l'avancement. On sent que c'est bientôt la fin de la saison 2. Plus que 2 épisodes, plus que 2 semaines, mesdames et messieurs, et on aura terminé cette saison de Foria. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode de Foria. J'ai peut-être oublié des trucs, excusez-moi si c'est le cas, mais en tout cas, j'ai dit les grandes lignes de cet épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et célibataires. C'était Nitobac. Prenez soin de vous en cette période compliquée de Covid, etc. Regardez des films, allez au cinéma, c'est très important. Gardez le masque lors des séances, mais allez au cinéma, bien évidemment, mesdames et messieurs. Il y a plein de bons films, même français, qui sortent en ce moment, donc allez au cinéma. C'était Nitobac. On se retrouve la semaine prochaine, enfin, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, mais la semaine prochaine pour parler d'Euphoria, lundi prochain pour l'épisode 7 de Foria. J'ai tellement hâte, les amis. Là, j'ai envie de tout binge-watcher. J'ai envie de les voir, l'épisode 7 et 8. J'ai vraiment envie de continuer cette série. C'était Nitobac. Peace out!